Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau, webinaire de l'UNAJ, organisé en partenariat avec, Deletech. Aujourd'hui, on va vous parler du RGPD. Vous le savez, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d'entreprises depuis maintenant, quelques années et qui devient également et qui devrait être déjà et depuis toujours au cœur des préoccupations des études d'huissier. En tout cas, on a toujours, à faire et à réfléchir sur ces sujets-là. C'est vraiment l'objet du webinaire qu'on organise aujourd'hui. Alors, je vais passer, sans plus attendre, la main à Jonathan Amar. Jonathan, je te laisse te présenter, je te laisse également présenter Parfait. tes co-intervenants. Voilà, comme je l'expliquais, juste un mot avant de te passer la main, Jonathan, 2 champs importants pour les participants. Vous pouvez poser vos questions, soit dans la fenêtre, Q&R qui est à droite de la barre du webinaire en bas, soit directement dans la rubrique converser comme vous le souhaitez. Je vais suivre avec attention les 2. Voilà, donc du coup, Jonathan, je te laisse la main, je te laisse introduire le sujet et nous partager, Ouais. plein d'infos passionnantes. Écoute, merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps de nous écouter pendant cette session au niveau du règlement des données personnelles, appelé RGPD communément. Je m'appelle Jonathan Amar, je fais partie de la société Deletech. On a une expertise en matière de mise en conformité, notamment de mise en conformité RGPD. Je suis entouré aujourd'hui de toute notre équipe. On va commencer par les dames. Donc, je suis entouré par Yael Sidbon qui a en charge au niveau de notre équipe la coordination de ces projets de mise en conformité RGPD et qui est elle-même DPO certifiée. Bonjour. Je suis accompagné aussi de Samuel Guetta qui est avocat spécialiste RGPD. Bonjour à toutes et tous, merci. Et Eric David, qui est avocat aussi, spécialiste RGPD. Voilà. Donc là, vous avez l'équipe au complet qui va se mettre à vous présenter cette session. L'objectif, en fait, de cette session, quel est-il? C'est de vous expliquer ce qu'est le RGPD en synthèse et rapidement, en quelques mots, d'aller sur votre spécificité au niveau de votre métier d'huissier de justice et de vous faire comprendre un peu comment on peut vous accompagner dans une stratégie de mise en conformité RGPD. Je passe les slides et j'essaye de passer les slides pour être plus exact. Alors, excusez-moi, je pense que voilà. Voilà, très bien. Alors, le sommaire aujourd'hui, comprendre le RGPD, bien évidemment, savoir un peu comment ça se passe au niveau du RGPD, qu'est-ce qui est, en synthèse, le RGPD, c'est quoi, qu'est-ce qui change pour vous et que faut-il faire au niveau de nos études pour être conforme. Au niveau de ces propos introductifs, je vais commencer par vous expliquer un petit peu la genèse du RGPD, comment ça s'est passé. On part aux origines. Aux origines, il y a des constats simples. On digitalise énormément. Le numérique a pris une place très importante dans la gestion des organisations et des entreprises et des études, notamment. Les données personnelles ont complètement explosé. Et on en a partout. On en stocke partout. Des données de tout genre, de tout type et de toute catégorie. Il y a énormément de problématiques de risques par rapport au fait que les entreprises sont de plus en plus numérisées et des risques de cyberattaque, par exemple, ou de rançon ou d'accès un peu illicite. Par rapport à ça, par rapport à ces constats, on a des réponses simples. Eh bien, il faut maîtriser la donnée, il faut renforcer le droit des personnes physiques par rapport à ces données qui se baladent un petit peu partout dans nos systèmes d'information, et il faut mettre en place des mesures de sécurité pour que la donnée soit bien gérée, bien maîtrisée et évidemment confidentielle. Sur ce, les avantages du RGPD, quels sont-ils? Si on part d'un constat simple, aujourd'hui, il y a un règlement qui est mis en place, un règlement européen. Ce règlement, c'est une obligation juridique. Bien évidemment, par rapport à cette obligation juridique, l'avantage d'être conforme, quel est-il? Eh bien, c'est d'éliminer le risque d'être sanctionné. Et vous avez bien vu, et vous le savez, je pense, que ces sanctions peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% de votre chiffre d'affaires. Il y a aussi un avantage de valorisation de l'image de l'entreprise, de la réputation de l'entreprise, puisqu'on a une exigence vis-à-vis de nos sous-traitants, des tiers et des clients d'être conformes RGPD. Et aussi valoriser vos données, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient plus des données d'entreprise. On commence à réfléchir à la donnée comme étant, entre guillemets, le pétrole aujourd'hui des entreprises. Voilà un peu pour la
pour la genèse et pourquoi le RGPD et comment le RGPD. Je vais passer la parole à Yael Sidbon pour faire un petit focus sur votre problématique d'études d'huissier et votre secteur d'activité. Merci. Effectivement, là, quelques éléments clés, quelques chiffres clés sur votre profession, votre métier. Grosso modo, en France, il y a plus de 3000 huissiers répartis autour de 2700 études. En moyenne, par étude, on a 2 huissiers et 6 salariés. Beaucoup d'études, la majorité avec un effectif inférieur à 10 salariés, donc beaucoup de petites structures. Énormément de documentation, énormément d'actes, plus de 10 millions par an. 2 millions de procès-verbaux, près de 5 millions de consultations. Donc, ça fait beaucoup d'échanges de données personnelles, que ce soit par mail, que ce soit encore en document papier. Par rapport à ça, une profession avec beaucoup d'obligations professionnelles est particulièrement exposée parce qu'on verra un peu plus tard, il y a des obligations de conservation qui vous sont propres, généralement plus de 10 ans, et des obligations qu'il va falloir rapprocher du RGPD. Autre particularité, vous collectez donc beaucoup de données personnelles, que ce soit via vos clients, via vos débiteurs ou d'autres huissiers, mais votre spécificité, bien sûr, c'est que vous avez accès à des bases de données officielles, que ce soit le registre national des personnes physiques, le fichier central des avis de saisie ou autres, donc une vigilance particulière. Ces données vont être après transmises à beaucoup d'organismes différents aussi. Jonathan, si tu peux passer le slide. Bien sûr, en fait, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que l'impact de la mise en conformité RGPD, quel est-il, pour être très concret? C'est la protection des données, quelles qu'elles soient sensibles ou pas, c'est la sécurisation des modes de transmission, c'est le traçage des consultations, c'est la détection des accès anormaux aux données, c'est aussi le fait de pouvoir générer des alertes en cas d'activité suspecte. C'est aussi toute la mise en place de procédures de transmission. Après, on va avoir des mots-clés comme le terme anonymisation, chiffrement, durée de conservation adaptée, des procédures d'archivage, les effacements, le changement des mots de passe. Voilà, tout ça, ça fait partie effectivement des notions RGPD qu'il faut connaître. Donc, on a vu beaucoup de collecte de données et beaucoup de transmissions. Encore une fois, que ce soit à des clients, mais à des autorités, à l'administration fiscale, la police, etc. Et surtout, vous traitez parfois des données à votre insu et pour autant, vous avez des obligations, notamment l'obligation d'informer les personnes visées sur les traitements opérés sur leurs données et l'obligation de répondre à leurs demandes si effectivement les personnes exercent leurs droits. Donc, beaucoup de transmissions, beaucoup d'interactions très irrégulières et avec beaucoup de durées de conservation qui peuvent différer selon vos obligations et selon les types de documents. Et je passe la parole à Eric David pour nous expliquer un petit peu plus en détail au niveau juridique comment ça se passe. Eric ? Eric, tu n'as pas le micro ? Donc je disais, lorsqu'on fait le constat des traitements qui sont opérés et ainsi que les diversités des données qui sont traitées par les études, on comprend que c'est difficile pour vous de savoir quelles sont les données traitées, puisque par exemple, lorsque un acte, une assignation vous est communiquée, vous ne savez pas quelles sont les personnes physiques qui sont traitées dans ces actes, puisque vous ne les lisez pas, évidemment, et que vous avez donc des informations dont vous ignorez la nature. C'est pour ça que l'important pour les études d'huissier, dans le défi de la mise en conformité RGPD, c'est de bien appréhender ces difficultés pour tenir compte du risque de sanction. Et on a pris 2 exemples de décisions de la CNIL qui sont un petit peu anciennes, mais on va voir que c'est toujours d'actualité, évidemment, où on a eu des études sanctionnées principalement parce qu'il y avait des fichiers avec des propos Donc, 2 décisions de la CNIL qui a condamné des études d'huissier. Alors, en premier lieu, pour avoir tenu des fichiers qui avaient des observations, des appréciations des débiteurs. Alors, c'est évidemment un élément important, notamment pour apprécier le risque d'aller faire une saisie chez un débiteur d'un de vos clients. Mais la CNIL a considéré que ces données étaient traitées de manière disproportionnée, par exemple,
parce qu'on faisait état de condamnations pénales intervenues il y a 10 ans. Et donc, on verra que c'est un des objectifs du RGPD, c'est d'avoir des traitements proportionnés, donc limités dans le temps et limités à ce qui est strictement nécessaire. Et dans le cadre de ces deux condamnations, il y a eu différentes autres manquements qui ont été relevés, puisque ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque la CNIL est saisie, soit parce qu'elle se saisit elle-même en faisant un constat sur Internet, soit parce qu'elle est saisie de plainte, lorsque la CNIL est saisie, elle est saisie in rem, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller plus loin que le champ de la saisine et voir s'il y a d'autres manquements que ceux qui lui sont dénoncés. Et par exemple, va pouvoir regarder si vous avez une politique de gestion des droits d'accès qui est conforme aux obligations RGPD ou non. Donc, on va revenir plus loin sur les différentes obligations. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le contrôle de la CNIL, c'est un contrôle à la fois juridique et technique, puisque on va regarder si vous avez différentes mesures, les politiques de confidentialité, les différentes gestions de cookies sur votre site Internet qui sont conformes au RGPD, charte IT et autres documents, mais aussi techniques, puisque la CNIL va s'assurer que les traitements sont opérés de manière sécurisée. Et un élément important, c'est que, par exemple, il y a eu 2 médecins qui ont été condamnés récemment, 2 médecins généralistes qui ont été condamnés en décembre 2020 par la CNIL, parce qu'il y a eu de nombreuses fuites sur Internet. Et donc, on avait retrouvé les dossiers médicaux des personnes sur Internet. Et donc, évidemment, un problème de sécurité qui, en l'espèce, était un accès Wi-Fi non sécurisé. Et ce qui est important, et Jonathan l'a relevé, c'est le risque aujourd'hui d'entreprises malveillantes ou de personnes malveillantes et qui, avec le risque des ransomware, donc des menaces de rançon, en contrepartie ou sous la menace, le versement de rançon sous la menace d'atteinte à la sécurité de vos systèmes informatiques. Et on peut penser donc les 2 médecins qui ont été piratés et donc dont les données ont été communiquées sur Internet ont peut-être fait l'objet de demandes de rançon à laquelle ils n'ont pas fait droit, et ce qui a conduit à ces fuites, puis donc à des actions devant la CNIL. Donc, important d'avoir toujours ce double volet qui est l'aspect juridique et l'aspect sécuritaire informatique, puisque ce sont 2 volets qui sont indissociables dans le cadre d'une démarche de mise en conformité RGPD. Parfait. Merci Eric. On va passer maintenant à la compréhension du RGPD. Je vais passer la parole à Yael. Alors, l'objectif ici, c'est de vous aider à mieux appréhender le RGPD, comprendre le RGPD. En 10 points, puisqu'il y a pas mal de définitions et de termes. Donc, qu'est-ce qu'un traitement de données? Ensuite, on va voir qu'il y a plusieurs catégories de données, donc de données personnelles simples et de données personnelles qu'on appelle sensibles au sens du RGPD. Quels sont les grands principes du RGPD, les grands principes qui encadrent les traitements de données personnelles? Quels sont les droits, les nouveaux droits, les anciens droits, les nouveaux droits des personnes concernées? Les principales obligations qui sont liées au respect du RGPD. Quelques définitions encore. Qu'est-ce qu'un DPO ou un DPD délégué à la protection des données? Qu'est-ce qu'une AIPD, donc une analyse d'impact sur la protection des données? Et puis, bien entendu, quelles sont les responsabilités? Qui est responsable en cas de problème? Et quelles sont les sanctions encourues pour les organismes qui ne respecteraient pas le RGPD? Très bien. Merci Yael. On va commencer par la définition de traitement de données. On va passer la parole à Samuel. Alors, merci Jonathan. Comme l'a évoqué Eric à l'instant, le RGPD soumet les personnes morales à certaines obligations et au respect de certains principes dans leur traitement de données à caractère personnel. Avant de se plonger plus en détail sur ces obligations et ces principes, il est donc nécessaire de revenir sur quelques notions qui, vous le verrez, ont été définies de manière volontairement très extensive. Donc, on va commencer par la première, celle du traitement. Le RGPD s'applique donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, à tout traitement de données personnelles. Un traitement correspond aux opérations, aux actions, aux manipulations que nous faisons tous sur des données, que ces opérations soient informatiques ou via des supports papier. Il en va donc, par exemple, de la collecte de données via la constitution d'un dossier, de l'enregistrement des données
qu'il soit sous format Excel, que ce soit sous des enregistrements vidéo ou même vocaux, mais également des opérations qui peuvent sembler plus anodines, comme la communication de ces données, par email ou par courrier, leur consultation, leur exploitation ou leur destruction. Toutes ces opérations-là sont considérées comme étant des traitements. Ensuite, cette slide qui définit les données personnelles. Pour que le RGPD soit applicable, on a une autre condition qui est que ces traitements concernent des données personnelles. Là encore, le RGPD a une vision très extensive de la donnée personnelle. Dès lors qu'une information permet directement ou indirectement d'identifier une personne physique, on pourra parler de données personnelles. Il en va évidemment des noms et prénoms, d'un email, d'un numéro de portable, mais également des données bancaires, de certaines données informatiques comme l'adresse IP. Les photographies sont aussi des données personnelles. Un enregistrement vocal, dès lors qu'il permet d'identifier quelqu'un, est une donnée personnelle. Un poste dans une entreprise, si on dit par exemple le PDG de telle entreprise ou le responsable comptable de telle entreprise, on voit qu'on peut identifier de manière indirecte cette personne. Une combinaison de données permet d'aboutir à identifier une personne déterminée. On a donc toute une variété de données qui nécessitent aux personnes morales de se poser la question du caractère identifiable ou non. Dès lors que ces conditions sont réunies, la personne morale pourra évidemment traiter des données personnelles, mais devra le faire en respectant certains principes que nous verrons par la suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la catégorie de données sensibles. Et suivante. Donc, je disais, les données personnelles peuvent être traitées à condition de respecter certains principes. Il n'en est pas de même du traitement de ce que le RGPD qualifie de données à caractère sensible. Cette catégorie répond à une définition précise qui est exposée dans ce slide. Donc là, on voit quelques exemples, celles qui révèlent l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, mais également les données personnelles relatives aux condamnations pénales. Pour ces données, le principe est l'interdiction des opérations et traitements du fait des conséquences néfastes que peuvent avoir aussi bien la collecte que la diffusion, l'utilisation de ces données qui portent sur des individus. Par exemple, typiquement, en cas de fuite de ces données, les conséquences peuvent être dramatiques si on a des données sur des fichiers ethniques, sur les opinions politiques, sur l'orientation sexuelle de certaines personnes ou leur condamnation pénale. Pourtant, il existe toute une série d'exceptions qui correspondent aux situations où traiter ces données sensibles, si exposées, est une nécessité. Par exemple, que ce soit dans l'intérêt de la personne concernée elle-même, on parle par exemple de son intérêt vital. Là, on peut considérer que c'est normal de traiter ces données à caractère sensible et que c'est logique, ou que ce soit dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de la bonne administration de la justice, comme cela peut être le cas pour votre activité, par exemple. Dans cette liste d'exceptions, avant de revenir sur les principes, dans le cas où la personne morale bénéficie de ces exceptions, des obligations supplémentaires sont imposées, notamment davantage de sécurité, un renforcement des contrôles d'accès et un contrôle d'accès qui soit beaucoup mieux contrôlé par la personne morale, un consentement explicite au traitement de ces données dans certaines situations. Bref, toute une série de mesures supplémentaires qui viennent renforcer le traitement que l'on fait de ces données qui sont sensibles et donc qui impliquent une plus grande responsabilité du responsable de traitement, donc de la personne morale qui utilise ces données de personnes physiques pour répondre à une exception dont elle bénéficie. Ensuite, nous allons voir donc, les principes que j'ai évoqués plus haut. Dès lors qu'une personne morale remplit les conditions de traitement de données à caractère personnel, elle est astreinte au respect de certains principes liés à la responsabilité que représente le fait de collecter ou d'effectuer des opérations portant sur les données de personnes physiques. Et a fortiori, comme j'ai dit juste avant, s'il s'agit de données sensibles. Afin de se conformer au respect de ces principes, des procédures internes sont mises en place afin de composer un dispositif de conformité RGPD qui permet de s'assurer, par exemple, de ne collecter que les données qui sont nécessaires à une activité précise. On ne collecte pas plus de données qu'on en a besoin. De vérifier qu'on informe bien les personnes physiques
que ce soit des collaborateurs de la personne morale ou des externes, du traitement de leurs données et de la raison pour laquelle on traite ces données, de ne pas conserver ces données personnelles au-delà de ce qui est nécessaire, une durée de conservation qui est bien limitée, et de conserver ces données aux meilleurs standards de sécurité. Donc des mesures techniques et organisationnelles qui permettent de respecter la sécurité des données qu'on collecte en tant que responsable de traitement. Donc, toutes ces procédures composent un dispositif de conformité. Alors, comme vous le savez, le RGPD a renforcé, voire a créé de nouveaux droits. Parmi les droits nouvellement créés, c'est le droit à la portabilité. Et ces droits varient en fonction de la base juridique. Donc, lorsque nous ferons, si nous vous accompagnons dans le cadre d'une mise en conformité RGPD, nous procéderons à la cartographie des traitements de données pour identifier les bases juridiques qui sont admissibles pour chacun des traitements. Et en fonction de la base juridique retenue, vous aurez, les tiers auront ou non un droit d'accès. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la difficulté, l'une des difficultés importantes qui pèsent sur les études d'huissier, c'est que vous n'êtes pas nécessairement informé des personnes dont vous traitez les données. Par exemple, lorsque on vous communique une assignation, vous ne savez pas quelles sont les personnes physiques qui sont visées dans l'assignation. Or, pourtant, vous traitez les données personnelles de ces personnes qui sont visées dans les assignations qu'on vous charge de délivrer. Donc, l'importance de pouvoir mettre en place des procédures qui vont vous permettre d'identifier ces personnes donc il faudra questionner les gens qui vous demanderaient éventuellement quelles sont les données qui sont traitées et dans le cadre de quel traitement, pour pouvoir donc identifier ces personnes pour pouvoir leur permettre de satisfaire à leurs droits, d'exercer leurs droits, puisque vous avez un mois lorsque vous êtes saisi d'une demande d'exercice d'un de ces droits, que ce soit d'accès, de rectification, d'effacement ou de limitation ou de portabilité ou d'opposition à un traitement, vous avez un mois pour répondre. Donc soit vous répondrez, vous n'êtes pas dans une catégorie de situation qui vous donne ce droit parce que, par exemple, j'agis sur mon intérêt légitime et donc vous n'avez pas le droit à la portabilité, ou inversement, vous serez tenu de répondre à ce droit, par exemple, à cette demande, par exemple, en matière de rectification, parce que vous voyez que ce soit l'accès ou la rectification des données, ces droits sont ouverts quelle que soit la base juridique. Donc, si quelqu'un, que ce soit un collaborateur au sein de l'étude ou un tiers, un client ou une personne qui a été visée par un de vos actes vous demande l'accès à ces données, vous devrez lui apporter certains éléments d'information pour pouvoir répondre à vos obligations en la matière. Eric, peut-être pour qu'on comprenne un peu ce tableau, si on prend un exemple, on prend l'exemple de l'effacement de données, la ligne effacement de données avec la colonne contrat, il y a une croix rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, ça veut dire que ici, la personne ne pourra pas revendiquer un droit à ce que les données soient effacées pour votre étude si la base juridique est le contrat. Mais pour rappel, vous traitez beaucoup plus de données de tiers que de données de vos clients. Donc, la plupart des traitements qui seront opérés à l'égard des personnes extérieures à vos contrats seront soit une obligation légale, soit un intérêt légitime. Puisque le contrat, c'est le contrat qui est conclu avec la personne qui fait la demande d'accès. Donc, par exemple, quelqu'un qui est visé dans un acte, mais donc qui n'a pas de contrat avec vous, cette personne, ou un autre exemple, pardon, plutôt, si je suis un avocat qui vous demande de délivrer un acte et que vous allez facturer le client de l'avocat, donc directement, il n'y a pas de contrat avec l'avocat, mais vous avez finalement en réalité un contrat avec le client, et donc seul le client pourra revendiquer la base juridique qui est le contrat. Donc, importance donc d'identifier dans quel cas on est. Est-ce que c'est le contrat? Est-ce que c'est intérêt légitime? Est-ce que c'est une obligation légale pour pouvoir déterminer les droits de chacune des catégories de personnes qui pourraient exercer une demande d'accès ou de rectification ou autre. Très bien. Merci. On parle des obligations, des principales obligations. Alors, les principales obligations, on va le revoir, comme on l'a dit, c'est à la fois du juridique et du technique. Les obligations, c'est pour la plupart
d'avoir un pilote RGPD, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui va vous permettre de mener à bien la mise en conformité. Donc, c'est une obligation qui est plus concrète que juridique. Dans certains cas, vous devrez avoir un DPO. Probablement pour les études d'huissier, ce n'est pas nécessaire, mais ça a un gros intérêt pour pouvoir permettre de répondre aux demandes d'exercice de droit RGPD. Une obligation, en revanche, c'est d'établir des registres de traitement. Donc, c'est pour ça que nous, on propose des cartographies de traitement qui sont aussi à vocation à être des registres de traitement. Il faut justifier, donc en fait, on est dans une logique de conformité, c'est-à-dire que vous devez démontrer que vous faites les choses bien, et donc c'est à la fois faire bien, mais aussi bien faire. C'est-à-dire que vous devez avoir des règles internes donc, qui vont expliquer aux collaborateurs de l'étude comment on traite les données. Donc, par exemple, avoir une charte IT qui va expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Car le fait que tous les collaborateurs appliqueraient, traiteraient des données de manière légale, ce n'est pas suffisant. Il faut en plus qu'ils le fassent sur la base de règles qui sont écrites et qui sont communiquées. Donc, toutes ces différentes obligations, avoir des systèmes qui sont conçus pour, en cas de fuite, faire que les fuites soient les moins attentatoires possibles aux différents droits des personnes, ce qu'on appelle le by design et by default, c'est-à-dire que je crée un système qui est le plus protecteur possible et que si jamais j'ai un défaut, eh bien, ce défaut aura des conséquences les plus limitées parce que j'ai conçu mon système pour limiter les atteintes aux droits des personnes. Mettre en place des procédures, donc on va le voir tout à l'heure dans le cadre de l'audit, tous ces différents éléments, on va vous accompagner, on va vous proposer ces différentes procédures, ces différentes chartes, ces différents closiers avec les tiers pour encadrer les obligations des personnes à la fois en interne et aussi les tiers qui travaillent ou qui sont en relation avec vos études. Parfait. Yael? Oui, alors effectivement, on a parlé du DPO. Juste en introduction, effectivement, le DPO peut être obligatoire dans certains cas. En ce qui vous concerne, c'est si vous traitez des données sensibles, et on a vu ce qu'était une donnée sensible, en l'occurrence, ça peut être des données de santé ou infractions pénales, si vous les traitez à grande échelle. Donc, ça dépend un petit peu de la taille de l'étude et du nombre de traitements. Sinon, dans les autres cas, c'est fortement recommandé parce que c'est une aide précieuse. Et il peut être interne, il peut être externe ou mutualisé au sein d'une même profession. On reviendra peut-être, j'ai vu qu'il y a quelques questions sur le sujet, mais pour revenir globalement sur la mission et les fonctions, en gros, le DPO est en charge de vous informer et de vous conseiller en matière de RGPD, d'organiser, de piloter et surtout de maintenir dans le temps la conformité parce que c'est évolutif, effectivement, s'il y a des nouveaux entrants, nouvelles activités, intégration d'une nouvelle étude ou autre, de sensibiliser et former le personnel de façon assez régulière, s'il y a des nouveautés aussi, et d'être surtout le point de contact avec la CNIL dans deux cas de figure principalement, s'il y a un contrôle CNIL, et si il y a un incident, il y a une faille de sécurité, on verra dans le détail, mais vous avez parfois à notifier à la CNIL dans un délai assez court, dans les 72 heures, s'il y a eu un incident et quelles sont les conséquences et les mesures que vous avez mises en place, et éventuellement les personnes concernées par la violation de leurs données. Aussi, dans le quotidien, vous pouvez avoir des demandes de personnes qui veulent exercer leurs droits et vous avez, comme l'a dit Eric tout à l'heure, un délai assez court pour y répondre. Donc, ça s'organise, il y a des procédures et des process à mettre en place et le DPO est là pour vous aider. Bien évidemment, tout l'aspect documentation en RGPD, parce que comme vous allez le voir, et on a commencé à en parler, il y a beaucoup de documentation et de process. Et il faut bien évidemment que cette documentation soit appliquée. Et deux autres points importants. Donc, le DPO n'est pas forcément quelqu'un en interne chez vous qui a déjà une fonction, parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts parce que le DPO doit être indépendant. Et dernier point important, le DPO n'est pas responsable s'il y a un manquement et si on ne respecte pas le RGPD. Et on verra plus tard dans le détail, c'est le responsable de traitement, c'est l'organisme qui a une responsabilité et qui encourt donc des sanctions. Merci à elle. Je passe la parole à Samuel. Alors, l'analyse d'impact relative à la protection des données, c'est un document qui fait partie des composantes du dispositif de conformité RGPD.
qui peut être imposé aux personnes morales dans certaines situations. C'est le cas des situations où un traitement, par sa nature ou son étendue, peut potentiellement avoir de graves conséquences pour la vie privée des personnes privées qu'il implique. Dans ce cas-là, la personne morale doit analyser et documenter de manière poussée les risques et les mesures de prévention de ces risques afin d'évaluer si ces mesures de prévention apparaissent suffisantes. Cette analyse, elle est répertoriée et documentée dans l'AIPD, l'analyse d'impact relative à la protection des données. Il se peut que si ces mesures apparaissent insuffisantes au regard de l'analyse qui est effectuée, la CNIL soit consultée pour valider ou non de la poursuite du traitement qui est l'objet de cette analyse d'impact. On parle là de traitement de données de santé, par exemple, de prise de décision automatisée, de traitement de données à grande échelle, donc tout ce qui relève du big data, de la surveillance, de logiciels de surveillance systématique portant sur les employés, ou de données de traitement qui portent sur des données particulièrement sensibles. Donc là, ça fait partie justement de la partie de la mission d'audit, de vérifier si vous êtes soumis à une analyse d'impact relative à la protection des données et quelles sont les mesures qu'on va appliquer pour bien encadrer le risque portant sur ces données particulièrement sensibles ou massives. Donc, on est bien d'accord que l'AIPD n'est pas systématique. Elle n'est pas systématique, elle dépend de l'analyse des traitements qui sont effectués par la personne morale. Parfait. Parmi, donc là, on voit, on parle de la responsabilité qui est visée par le RGPD, on parle du responsable de traitement, le sous-traitant. Donc, parmi les entités devant appliquer le RGPD, nous le voyons, on distingue deux catégories. D'abord, le responsable de traitement qui, d'après le RGPD, conduit pleinement l'activité qui donne lieu au traitement de données. On parle alors de celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on va traiter ces données et par quels moyens on va traiter ces données. Sur celui-ci, cette entité, qui est le responsable de traitement, repose une responsabilité dans la mise en œuvre du dispositif de conformité qui permettent d'assurer qu'on respecte bien les principes qu'on a évoqués plus tôt, et dans la tenue d'une documentation qui permette de rendre compte du respect de ces principes. On est, avec le RGPD, dans une logique de conformité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de démontrer qu'on respecte des principes et qu'on respecte bien les obligations du RGPD. Cela passe par une documentation qu'on a évoquée tout au long de cette présentation. De l'autre côté, nous avons les sous-traitants. On va revenir sur la partie responsabilité. On a les sous-traitants, au sens du RGPD, qui sont des personnes morales qui traitent des données pour le compte et sur instruction du responsable de traitement. Ils sont également soumis au respect du RGPD. Là, ce qui va être intéressant et pour anticiper et prévenir le risque, c'est que le responsable de traitement a en plus le devoir de s'assurer qu'il travaille avec des prestataires, donc des sous-traitants, qui respectent ce niveau de conformité au RGPD. Cela passe par de l'encadrement contractuel précis des relations afin de déterminer qui fait quoi dans la relation, qui traite telle donnée, pour quelles raisons, faire remonter cette information éventuellement aux personnes dont on traite les données via ce sous-traitant et obtenir des engagements RGPD de la part du prestataire via ce contrat. Justement, pourquoi est-ce qu'on encadre ces relations? On en vient aux sanctions. Que ce soit le responsable de traitement ou le sous-traitant, ces deux personnes morales peuvent être contrôlées et sanctionnées par la CNIL, sachant que des manquements chez l'un peuvent entraîner une enquête chez l'autre en cas de proximité constatée lors de l'enquête. Très concrètement, s'il voit qu'un responsable de traitement ou un sous-traitant est particulièrement lié dans une activité donnée, on va aller voir du côté du prestataire s'il n'y a pas quelque chose qui cloche aussi. À cela s'ajoute une responsabilité civile en cas de dommages causés par le non-respect des principes encadrant le traitement des données des personnes privées, sans évoquer une responsabilité pénale pour les collectes frauduleuses ou les détournements de finalité de traitement. Typiquement, ça va être la situation où on informe les personnes qu'on collecte leurs données dans le cadre d'un service ou dans le cadre d'une activité précise,
et en réalité, on réutilise ces données à des fins statistiques ou de fichage illicite, ou alors pour faire de la prospection de l'autre côté, là, on est dans du détournement de finalité qui peut être sanctionné à la fois vis-à-vis du RGPD et dans de plus rares occasions, si les dommages sont importants, au niveau pénal. Ces sources de responsabilité doivent conforter les personnes morales dans la mise en place, certes, d'un programme de conformité, mais également dans le contrôle de ces relations avec ses prestataires, puisque cette responsabilité peut aussi revenir au responsable de traitement dans le cas où le sous-traitant n'aurait pas respecté le RGPD et conduit, par exemple, à une fuite de données ou à des atteintes aux données personnelles qui sont traitées pour le compte du responsable de traitement. Donc, encadrez bien vos relations avec vos sous-traitants. Merci Samuel. On va passer juste à une phase de questions-réponses dans une première approche. Là, on vous a expliqué ce qu'était le RGPD et comment tout cela se passait. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées, je crois. Oui, je vois une question en matière de DPO. Effectivement, vous posez la question, est-ce que le DPO qui est au sein de l'Union nationale des huissiers de justice, est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça répond à votre besoin? Alors, une réponse, en fait, ça va dépendre de la taille de votre structure, bien entendu, ça va dépendre du nombre de traitements de données et de la charge de travail que ça peut occasionner. Il peut y avoir une surcharge de travail à des moments clés de mise en conformité, de transformation, de changement. Et le plus souvent, il est intéressant d'avoir donc soit un DPO interne pour des grosses structures ou un DPO externalisé, voire mutualisé. C'est-à-dire, je donne un exemple, pour 5-6 études, avoir un DPO qui va consacrer à chacune des études peut-être une matinée ou plus de temps au cas par cas. Et encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure et ça peut être pour plusieurs études et ça va beaucoup dépendre de la charge de travail. Mais de toute façon, il vous faudra quelqu'un en interne, à minima, pour gérer, pour piloter. Voilà, donc ça va dépendre un peu de la charge de chacune des études. OK. Merci Yael. Je vais reprendre la main. On va passer rapidement à la façon dont on approche effectivement. Je vois juste une autre question. Il existe un DPO mutualisé. Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui? Est-ce qu'il vous a déjà aidé? Parce qu'il y a parfois des DPO qui sont là pour un secteur, donc pour donner des guides sectoriels. Après, est-ce qu'il va vous aider et vous assister au quotidien? Il faut regarder quelle est sa fonction exacte et D'accord. De toute façon, Yael, merci. On reprendra, en fait, on a une petite session de questions-réponses après. Vous pouvez même les poser de manière plus directe et de vive voix. Ce sera peut-être plus interactif aussi, mais rapidement, pour vous présenter un peu notre approche et notre méthodologie. Vous l'avez bien compris, je vous l'avais dit en préambule, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. On allie le côté l'expertise juridique, l'expertise technique informatique, l'expertise, on va dire, process et procédure et business process par rapport à un DPO et un coordinateur. Tout cela, comment ça s'est passé? On s'est mis ensemble entre avocats, experts informatiques et DPO certifiés. Donc là, vous avez tous les acteurs à ce niveau-là. On a mis en place une méthodologie commune, en fait, d'approche pour parler le même langage, parce qu'un juriste ne parle pas le même langage qu'un informaticien et quelqu'un qui fait pas mal de process est entre guillemets à la croisée des chemins. Donc tout cela, il fallait le mettre en musique. Des documentations de plus en plus sectorisées, de plus en plus typées, pour aller plus vite, pour maîtriser un timing de mise en place de la conformité et pour gérer bien évidemment des urgences et des spécificités par rapport à chaque organisation et chaque entreprise. Alors, ça s'articule comment? Tout simplement, aujourd'hui, vous avez un triptyque en fait, classique d'approche du RGPD, qui est l'audit en lui-même. On fait une photo, on voit ce qui se passe, quelle est la maturité, quels sont les risques, quelles sont les priorisations, quelles sont les cartographies, enfin, comment on cartographie les données. Vous avez la deuxième partie, le bloc du milieu, qui est la mise en conformité. Donc, une fois qu'on a évalué les risques, qu'on a évalué les manquements, le niveau de maturité, on a des points de préconisation et des points bien évidemment prioritaires et moins prioritaires. Donc, on les flague en drapeau rouge, drapeau orange, drapeau vert, et on dit voilà, ce qui est rouge est prioritaire, ce qui est orange est moins prioritaire, ce qui est jaune le sera encore moins, et on commence par l'ultra prioritaire pour faire la mise en conformité.
Et à la fin, on a sensibilisé les collaborateurs, on a formé les acteurs clés pour appliquer les procédures, on a mis en place toutes les procédures, tous les livrables, et on peut vous accompagner aussi sur le côté maintien de la conformité tout au long de la vie de l'entreprise et de l'organisation et de l'étude. Voilà à peu près comment ça se passe. Et en général, le bloc audit et mise en conformité est un seul bloc. On va très vite sur l'audit parce qu'on est processé, on a déjà toutes nos méthodes, donc c'est réellement un audit qui est express pour aller sur des points de conformité pour que vous le soyez le plus rapidement possible. Alors, je vous l'ai expliqué, c'est un audit simplifié. Pourquoi? Parce que on a des procédures qui ont été éprouvées à force effectivement de mettre conforme des clients. On a des outils effectivement informatiques aussi qui permettent d'évaluer les risques en matière d'accessibilité, en matière de sécurisation du système d'information. On les classifie, on les priorise et on donne effectivement des points clés à mettre en place, notamment au niveau informatique, par rapport à vos prestataires qui s'occupent de vos systèmes d'information. On remet une note de cadrage et une note d'audit synthétique qui va vous permettre de passer à la phase de mise en conformité. Cette mise en conformité, elle est sur 2 étages. Il y a un étage documentaire qui est là, on vous donne tout ce qu'il faut pour documenter le RGPD et prouver que vous avez bien mis en place le règlement au sein de l'entreprise. On parle de conformité du site Internet, c'est quelque chose de très important, c'est très visible, c'est même ce qui est le plus visible et ce qui est le plus prioritaire à faire pour une entreprise. On met en place la cartographie et le registre des traitements. On parle de charte informatique, Eric en parlait tout à l'heure. C'est quoi une charte informatique? C'est la liste des bonnes pratiques au niveau informatique, comment j'utilise, comment j'ouvre mon PC, comment j'accède à mes logiciels de gestion, comment j'utilise ma messagerie, comment je traite les messages entrants, etc., etc. Donc toute cette charte, elle est en général assez bien suivie et elle doit être diffusée à toute l'entreprise, à tous les collaborateurs pour les sensibiliser. On parle de politique de gestion, on parle aussi bien évidemment de toutes les procédures possibles en cas de faille de sécurité pour les gestions des consentements, pour la conservation. Ça, c'est le premier étage de la mise en conformité. Le deuxième étage est plus opérationnel. On va aller au niveau informatique, par exemple, sur nos préconisations et on va rentrer en fait dans le système d'information pour l'upgrader, voire le configurer de manière à ce qu'il y ait une sécurité optimale par rapport à la gestion de vos données. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous avez des questions après, vous pourrez me les poser au niveau informatique, mais c'est assez complexe, mais c'est en même temps assez rapide à faire par rapport à une étude d'huissier. Et donc, on met en place toutes ces recommandations. Vous l'avez bien compris, 2 étages, mise en conformité documentaire et une mise en conformité opérationnelle. Ce slide pour vous montrer l'étendue des livrables que l'on va vous transmettre et mettre à votre disposition, le rapport d'audit, les clauses types de contrats que vous pourrez mettre dans vos contrats avec les sous-traitants, la cartographie et le registre des traitements, la conformité du site Internet, les mesures techniques opérationnelles, la charte IT. Vous avez à peu près toute la gamme des livrables qui vous seront restitués après opération. On passe aux options. Alors, vous pouvez effectivement… le socle de notre accompagnement, c'est d'auditer et de mettre en conformité. Ensuite, vous avez le choix de continuer avec nous pour vous assister et faire en sorte que toute votre conformité soit up-to-date à tout moment de la vie de l'entreprise, ou bien de le faire vous-même. Si vous choisissez un accompagnement par nos services et nos équipes, on peut piloter avec vous et maintenir la conformité. On peut gérer la documentation RGPD et toujours l'actualiser par rapport à tout ce qui peut se passer en termes de nouveautés. On peut assurer aussi une hotline avec le personnel sur tous les sujets RGPD. On peut former les nouveaux entrants. On aura déjà formé dans la première partie, dans le socle mise en conformité, on aura déjà sensibilisé et formé votre personnel à l'application des procédures. Mais il s'agit aussi de parler des nouveaux entrants. Vous allez vous développer, vous allez recruter des nouveaux entrants. On pourra aussi les former ou bien vous former à les former, donc formation de formateurs. Et on pourra aussi vérifier de manière annuelle, par exemple, le respect du RGPD. Voici pour les options.
D'autres options sont possibles à l'acte. On a des clients qui nous demandent, par exemple, une fois que la mise en conformité est très bien installée, de négocier des avenants RGPD avec certains co-contractants. On nous a aussi demandé pas mal de fois de faire des audits de sécurité informatique un peu plus poussés. C'est ce qu'on appelle des pen tests ou des penetration tests. Ça veut dire qu'on va aller hacker en quelque sorte, on va simuler un hacking en fait chez vous pour voir effectivement à quel point votre système d'information est pénétrable ou non. On nous a aussi demandé de faire des audits techniques de sous-traitants pour être sûr que les sous-traitants étaient compliant RGPD. On nous a aussi demandé de déclencher des procédures d'urgence par rapport à des incidents qui sont survenus suite à des violations de données personnelles. On a assisté aussi des clients par rapport à des contrôles CNIL, on les a assistés de bout en bout en fait, des formations complémentaires par rapport à des nouveaux entrants. Et puis, on a aussi la possibilité de vous proposer des outils tiers, des logiciels de gestion du RGPD pour fluidifier, pour automatiser, pour vous faciliter la vie en matière de gestion du RGPD tout au long de la vie d'entreprise. Voilà à peu près pour la façon dont on intervient. Alors, par rapport à nos modalités d'intervention, vous l'aurez bien compris, c'est une approche qui est quand même assez sectorisée, qui est très personnalisée. Ça veut dire que si demain vous avez un besoin, il va falloir nous appeler et par rapport à chaque étude, nous allons rapidement en fait, élaborer votre expression de besoin et vous faire une proposition et un devis express en fait. On a un calendrier prévisionnel type qu'on va vous montrer. Si je reprends le calendrier type, vous le voyez là et je vais le partager un peu avec Yael. Vous avez des étapes principales. Cette étape, elle commence comment? Vous venez nous voir, vous nous dites, voilà, je veux être conforme, donc que fait-on? On vous pose quelques questions par rapport aux spécificités de l'étude, on vous fait un devis, et par rapport à ce devis est accepté ou non. S'il est accepté, on commence le jour J avec une réunion d'initialisation, où là, on va se mettre d'accord sur tous les sujets que l'on va aborder, identifier les bonnes personnes avec qui travailler et interviewer et mettre en place en fait toutes les dates par rapport aux interviews, par rapport aux aspects documentaires, par rapport à l'étude des contrats pour gérer en fait tout le calendrier. Alors, Yael, je te laisse expliquer un petit peu les dates. Voilà, les principales étapes, effectivement, comme l'a dit Jonathan, une fois qu'on a fait une réunion d'initialisation, on lance des entretiens juridiques avec des personnes et techniques avec les personnes qu'on aura identifiées. Dans un premier temps, on va travailler la cartographie des traitements, cartographie des risques, qu'on va valider ensuite ensemble. On va bien entendu faire une analyse des systèmes d'information et voir quelle est la sécurité qui est mise en place au niveau des traitements de données. On va donc faire un mini-audit et voir quelles sont les recommandations techniques et juridiques et travailler sur la mise en conformité donc documentaire et opérationnelle. Documentaire avec notamment le registre des traitements qui est un point important et toute la rédaction des procédures internes de conformité RGPD, donc comme on l'a vu précédemment sur l'ensemble de la documentation. Et bien sûr, la conformité et l'encadrement des contrats avec les tiers, principalement avec les sous-traitants, mettre en œuvre les directives techniques et opérationnelles que l'on aura vues ensemble, encore une fois, de manière à sécuriser les traitements. On aura une phase de ce qu'on appelle PV de recette, c'est un peu une conclusion de mission et de voir donc de faire un récap de tout ce qui a été fait en matière organisationnelle et technique et en matière documentaire. Et on passe à la phase extrêmement importante aussi de formation et sensibilisation du personnel, donc aux enjeux et aux bonnes pratiques par rapport au programme de conformité qui aura été mis en place. Grosso modo, on est au plus large sur une mission d'audit et de mise en conformité qui prend entre 1 à 4 mois. Bien évidemment, selon la taille des études, selon le volume des traitements et selon la disponibilité, bien sûr, des équipes, le délai peut être assez court. On peut être sur un mois et demi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement un délai qui va de 1 à 4 mois et tout dépend bien évidemment de la taille de l'étude et aussi de ce que vous gérez en termes de données, bien évidemment. Donc, vous l'aurez compris, c'est une approche personnalisée. On parle à chacune des études, quelle que soit sa taille, un devis rapide et puis, bien évidemment, un calendrier que l'on maîtrise de bout en bout avec des maximums
de 4 mois pour une mise en conformité totale et complète. Merci pour votre attention. On laisse la place à quelques minutes de questions-réponses. N'hésitez pas, hein, ça se veut interactif, donc on est là pour répondre à vos questions. Bien évidemment, beaucoup de choses ont été faites dans votre profession par rapport à des documents types qui ont pu être mis à disposition des études par rapport à l'ordre, enfin donc au Conseil national des huissiers. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Voilà, donc on est à votre disposition et on peut répondre à toutes vos questions, sachant que cette présentation vous sera envoyée par l'Union. Donc, vous aurez donc toute cette présentation. Vous pourrez nous contacter de manière tout à fait directe, par mail, par téléphone ou même en remplissant un formulaire si vous souhaitez. Donc, on est à votre disposition dans tous les cas. Merci pour votre attention. Et donc, est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'en avez pas, on peut s'en poser nous-mêmes, hein, en fait. Juste, tu m'entends, Jonathan, ou pas? Très bien, oui. Ouais. Vous avez une question, c'est le prestataire informatique est-il donc le sous-traitant qui a été posé dans les Q&R, qui est, bon, je pense que vous avez l'habitude de traiter ce genre de questions. Je te laisse la main. Je laisse la main à mes collègues avocats, mais oui. Oui. Ouais, la définition du sous-traitant, c'est celui qui traite au nom et pour le compte. Donc, en fait, il est mandaté sur la base d'un contrat qui doit être écrit. Et oui, le prestataire informatique, dès lors qu'il fait de la maintenance, dès lors qu'il fait de l'hébergement, est un sous-traitant. D'autres questions? Et ça peut être, par exemple, un exemple de sous-traitant, ça va être l'éditeur d'un logiciel sur lequel vous allez stocker des données et que vous allez utiliser pour vos différentes activités. Merci, Autre Eric. question, un huissier de justice est-il lui-même un sous-traitant? Ou peut-il être lui-même assimilé à un sous-traitant? Alors, vous avez peut-être été destinataire de demandes en ce sens. Nous, avocats, on l'a été et on a expliqué qu'on ne l'est pas puisqu'on ne traite pas des données personnelles pour le compte d'un tiers, mais pour notre propre compte qui est l'activité, pour vous, l'activité du huissier avec différents volets. Donc, vous n'êtes pas un sous-traitant de vos clients puisque vous ne traitez pas des données pour leur compte, mais pour votre propre compte qui est votre activité d'huissier. Ok. Une question peut-être plus... pardon, excuse-moi, Yael. Non, je t'en prie, hein, je lis les questions aussi en même temps, mais je t'en prie, vas-y. Ah, ok, d'accord. Bah, vas-y, je te laisse la prendre sur la question sur les EIVP. Sur les analyses d'impact, il y a une question qui Voilà. est soulevée sur les analyses d'impact. Si je résume la question, est-ce que les analyses d'impact doivent être réalisées par étude ou ça peut être fait de façon mutualisée? Et donc, je pense que je vais laisser Eric et Samuel répondre. Alors, disons que l'analyse d'impact, si elle repose par exemple sur un logiciel métier, on peut s'appuyer sur l'analyse d'impact qui a été faite par le sous-traitant qui édite le logiciel métier et l'utiliser pour construire son analyse d'impact. Mais une analyse d'impact, elle est de la responsabilité de chaque étude. Après, est-ce que dans la conception, dans le travail, il peut y avoir une mise en commun si les traitements sont similaires, si les conditions de traitement sont similaires, si les conditions de sécurité informatique sont similaires? Pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'a aucune valeur juridique en soi de mettre en commun ce travail-là. C'est plus de l'ordre d'atelier en commun. Autre question, les messageries et solutions cloud type Google sont-elles RGPD compatibles, notamment par rapport à la question de la localisation des serveurs? Alors, pour ça, tout dépend en fait du contrat et du service qu'on a choisi, puisqu'en fait, il y a plusieurs options quand on s'inscrit sur Microsoft Cloud. Mais à partir du moment où on vérifie bien qu'on a choisi une localisation en Europe, sur des serveurs Azure par exemple, là oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a différentes options et selon le type de données qu'on va avoir, mieux vaut opter pour ce qui est le plus renforcé et le plus sécurisé. Et localisé en Europe, évidemment. Et alors, autre question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, parce que j'imagine qu'il y a plein de questions sous-jacentes. Pouvez-vous nous donner le coût approximatif pour une étude de 2 associés, 7 collaborateurs? Donc, une étude
somme toute, taille assez classique d'une étude d'huissier aujourd'hui? Je vais répondre très facilement. On vous le donnera, contactez-nous, on vous le donnera de manière très, très précise. Voilà. Donc, on a déjà, en fait, on a élaboré des grilles. Et donc, on peut répondre très, très rapidement. Il faudra peut-être qu'on se pose 2-3 questions avant, mais voilà, la réponse sera très rapide. Oui, Contactez-nous. vous avez effectivement parlé de 2 associés et 7 collaborateurs. On a juste quelques questions pour comprendre un peu le volume des traitements et des données pour répondre de façon plus précise. Et ce qu'on peut vous donner, c'est notre numéro de téléphone. Qui sera à la fin de la présentation, j'imagine. Il est là, regardez, il est très beau là. Il est là. Voilà. Et pour préciser, les 2-3 éléments sur lesquels on échangera pour vous proposer un devis, c'est évidemment quel est votre besoin. C'est-à-dire qu'on a parfois des clients qui priorisent leur mise en conformité, et aussi quels sont les outils IT et votre système IT, donc savoir est-ce que vous utilisez un progiciel ou non, puisque lorsqu'on utilise un progiciel, généralement, cela facilite la conformité. Ou parfois non, parce on a eu des secteurs où on avait des logiciels métiers qui n'étaient pas conformes. Donc là, c'est évidemment plus complexe, mais ça dépend donc de comment vous travaillez et aussi vos activités, puisqu'il y a des études qui ont des activités qui sont plus variées que d'autres. Donc ça va dépendre aussi du nombre de traitements. OK. En fait, une mise en conformité, une étude RGPD, c'est ni plus ni moins qu'une gestion des risques, hein. Donc, on trouve les risques auxquels les données sont exposées, on classe les risques en fonction de leurs priorités, on corrige les problèmes et on maintient les données protégées, hein. C'est quelque chose qui peut paraître compliqué comme ça, mais qui, une fois bien maîtrisé, est plutôt intéressant à gérer. Voilà. Okay. D'autres questions? Peut-être une, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit claire. L'utilisation de la boîte mail est très délicate par rapport au RGPD des conseils. RGPD conseils, je suis pas. Peut-être que vous, ça vous parle, mais ça ne me parle pas. On n'a pas bien compris. En fait, l'utilisation de la boîte mail. Le risque par rapport aux échanges de mails, Ouais, j'imagine que c'est ça le sens de la question. Le risque par rapport aux échanges de mails. Oui, parce qu'il y a des données personnelles qui vont effectivement transiter et être communiquées par mail. Donc, on est clairement dans le risque. Et je pense que la question, c'est quel conseil? Effectivement, ça passe par la mise en conformité et des sécurisations des échanges mails par rapport à… Ça, il y a un embryon de réponse déjà dans notre présentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'embryon de réponse qui passe par la charte IT aussi, c'est des bonnes pratiques. C'est aussi… on est là aussi pour identifier les comportements qui sont entre guillemets anormaux et pour aider au changement de ces comportements par des bonnes pratiques, notamment de la messagerie. Qu'est-ce qu'on met en message, comment on top les messages, etc. Donc, oui, ça fait partie du travail. Un autre point que je peux ajouter, c'est que pour certaines données, dans certaines situations, pour des données qui sont plus ou moins sensibles, stratégiques ou importantes, on va recommander de passer sur une transmission, soit de transmission chiffrée des données, au lieu de passer par les emails classiques. Donc, il y a aussi un volet technique sur ça pour renforcer la sécurité. Et c'est un peu comme le Covid, moins il y a d'échanges, moins il y a de risques. Donc l'idée, c'est de trouver aussi des outils qui vous permettent de collaborer sans passer par des emails. Donc l'idée d'avoir des logiciels ou des formules collaboratives comme Deletec peut proposer différents outils pour justement éviter des envois d'emails, mais travailler sur des outils collaboratifs sécurisés. Oui. Enfin, je pense que je vous apprends rien non plus, mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur la messagerie Microsoft qui est dans le cloud, qui s'appelle Office 365. Et là-dessus, on a énormément de sujets, en fait, par rapport à la protection de cette messagerie, à l'usage et à la façon de gérer tout le système collaboratif, en fait, hein. Donc, voilà. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je vous laisse dire le mot en de tout la cas, on a bien tenu les 1 heure, en fait, malgré l'incident technique. Donc, merci à tous. Et on a eu quasiment tout le monde de bout en bout. Donc, merci pour votre attention. On est encore une fois à votre disposition. Je te laisse le mot de la fin, Alexis.
Non, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine série de webinaires qui, je l'espère, vous passionnera également. Voilà. Et vous pouvez nous contacter. Voilà, on va vous envoyer, hein, je pense, avec Lyon, vous aurez la présentation et nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à discuter avec nous sur vos projets. De toute façon, voilà, vous aurez au moins une idée très précise de ce que vous pouvez faire et bien évidemment de combien ça va coûter aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.